c'est là. Une bouteille. Oui. Première question. La bouteille d'eau, c'est bien fait votre truc. C'est C'est ce que je vois là, ils font de la pub. en Bourgogne, mais c'est la bouteille. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Pourquoi Dijon pour votre premier déplacement de campagne pour assurer votre électorat à gauche? Bonjour, je suis très heureux d'être là pour porter un sujet qui est pour moi très important et je le rappelais encore hier chez certains de vos confrères, qui est une des clés des prochaines années pour notre pays, qui est l'école. On a investi et fait beaucoup pour l'école ces 5 dernières années, mais je souhaite aller beaucoup plus loin. Et en particulier, quand on parle de nos jeunes, de leur formation, je voulais ici venir parler du lycée professionnel. Le lycée professionnel et technique, et qui joue un rôle si important. Et le lycée professionnel, on l'oublie souvent dans les débats politiques, mais c'est 30% de nos lycéens. 30%. Et donc, je suis venu ici, j'ai passé un moment avec le proviseur, les enseignants, les élèves surtout, pour voir les choses. Je conforte, si je puis dire, et consolide plusieurs propositions qui sont au cœur du projet que je porte sur ce volet. Premier, c'est de continuer à investir sur l'orientation au collège. Dès la 5e, on doit mieux accompagner les jeunes, les familles, pour qu'ils puissent choisir. Vous savez qu'on a beaucoup investi sur les stages de 3e, en développant une bourse de stage avec nos entreprises pour diversifier cette offre. Beaucoup de jeunes d'ailleurs m'ont ici dit combien ces stages étaient importants pour eux pour s'ouvrir à des métiers que ni leur famille ni eux ne connaissaient vraiment. Mais dès la 5e, on doit permettre aux élus locaux, aux entreprises du territoire, à l'ensemble des branches professionnelles, de pouvoir venir au collège pour expliquer les métiers. Et les métiers sur lesquels il y a des besoins. Parce que ce qui est très important pour moi, c'est qu'aussi on pense notre orientation et les filières en fonction des besoins et donc des emplois. L'orientation. Deuxième point, sur les lycées professionnels eux-mêmes, je souhaite porter plusieurs réformes et transformations qui correspondent d'ailleurs beaucoup à ce que l'équipe pédagogique ici veut faire. La première, c'est que les stages aujourd'hui que font nos lycéens ne sont pas rémunérés, ce qui n'est pas normal. Et donc, je vais à la fois augmenter la période en entreprise et pouvoir rémunérer ces stages. Alors on sait, on a la question des moins de 18 ans et des plus de 18 ans, il faudra donc moduler cette rémunération, c'est normal. Mais l'idée, c'est en s'inspirant de ce qu'on a su faire sur l'apprentissage durant ce quinquennat, réussir à complètement transformer le lycée professionnel et l'alternance. L'apprentissage, on le disait il y a 5 ans, formidable, c'est une promesse, beaucoup l'ont fait avant vous, on n'y arrivera pas. On avait moins de 300 000 apprentis en début de quinquennat, on est aujourd'hui à plus de 720 000 malgré la crise. Parce qu'on a travaillé avec les entreprises, qu'on a remis les métiers au cœur, on a simplifié et on a simplifié aussi les financements. C'est la même chose qu'il nous faut faire avec les lycées pro. C'est-à-dire qu'il faut remettre les entreprises, les débouchés professionnels au cœur du projet et donc ouvrir là où il y a des besoins, savoir aussi fermer des filières là où il n'y a pas de besoin, en ayant au préalable mieux orienté nos enfants et nos adolescents. Il faut réussir justement à aussi faire cette réforme avec les professeurs. On en a beaucoup parlé avec les professeurs parce qu'en lycée pro, vous avez un temps qui est très différent puisqu'il y a le temps où le jeune est en entreprise et celui où il est au lycée. Et donc c'est vrai qu'il faut organiser les choses différemment. Les heures d'enseignement ne sont pas linéaires tout au long de l'année. Donc voilà, plus d'entreprises, mieux orienter les filières en fonction des débouchés, reconnaître le travail de nos jeunes quand ils sont en lycée pro en les rémunérant et engager l'ensemble des professeurs en lycée pro pour pouvoir justement leur faire participer de ce mouvement. L'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui choisissent ces filières, c'est d'avoir des filières vraiment choisies et pas subies, c'est de mieux orienter et c'est d'ouvrir les filières en fonction des besoins professionnels qui sont les nôtres. Donc voilà le cœur de ce que je suis venu ici à la fois discuter et échanger avec les acteurs de terrain et pour moi une des grandes réformes que je veux porter durant les années qui viennent. Monsieur, des réformes sur la situation en Ukraine. François Rebsamen, c'est aussi pour rassurer vos électeurs de gauche. Vous savez, moi je n'ai jamais considéré que quand on marche, comme vous le savez, c'est un projet que j'ai depuis le début. Quand on marche, il faut 2 jambes, il en faut une à gauche, une à droite, et il faut en mettre une après l'autre pour pouvoir avancer. Donc je suis heureux, moi, et je le remercie que François Rebsamen soit à mes côtés et fait ce choix. Je connais aussi ses convictions et je sais aussi tout ce qu'il a fait pour la ville, et j'ai toujours le sentiment qu'il a d'ailleurs essayé de regrouper, n'a jamais été dans le sectarisme. Et de le voir aujourd'hui, à mes côtés, aux côtés de François Patria, qui m'accompagne depuis 6 ans et qui était avant cela aussi dans la famille socialiste et m'a rejoint, et il le dira mieux que moi, mais je ne crois pas qu'il se sente déséquilibré. C'est la cohérence d'un engagement. Et vous savez, moi je crois
au fait qu'on doit libérer les choses, les simplifier, on doit permettre d'investir dans ce qui marche et on doit protéger les plus faibles. C'est ça ce dont notre pays a besoin. Alors tantôt certaines mesures ont une couleur de droite, tantôt une couleur de gauche. C'est la cohérence d'un projet qui compte. Et je crois que ces 5 dernières années l'ont montré, on a fait des réformes que des gens venant de la droite n'avaient jamais voulu ou pu ou su faire. Et elles nous ont permis de financer des politiques sociales que les gens de gauche n'avaient jamais faites. Quand on a dédoublé les classes pour les jeunes de CPCE1 en repérait plus, ça n'avait pas été fait avant. Quand on a eu cette politique si sociale durant le Covid, on était content d'avoir un tel gouvernement, une orientation politique en France. Et des gouvernements en Europe qui étaient prétendument beaucoup plus de gauche ont été moins généreux avec les plus fragiles. Donc c'est la cohérence d'un projet, libérer les énergies, simplifier la vie, permettre d'entreprendre, de créer de la richesse et de produire davantage pour pouvoir réinvestir dans nos politiques sociales et aller aider les plus faibles, avec une priorité qui est plutôt de corriger les inégalités à la racine et ensuite d'aider à chaque moment important de la vie. C'est pourquoi l'école et la santé sont pour moi les 2 piliers de cette politique. Monsieur Macron, on a l'impression que cette campagne, elle est un petit peu violente. Preuve en est les chants scandés par les fans d'Éric Zemmour hier. Comment vous la vivez, cette courte campagne en tant que Écoutez, candidat ? je pense qu'il faut d'abord tous savoir raison garder. Nos compatriotes, ils sortent de 2 ans d'épidémie. Elle est encore là d'ailleurs, un nombre de cas qui remonte. Je pense que beaucoup de nos compatriotes vivent aussi dans l'angoisse, la crainte de ce qui se passe en Ukraine et de la guerre lancée par la Russie. Moi, je les félicite et je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui parce que durant toute cette période, les Françaises et les Français ont fait preuve de beaucoup de solidarité. Pendant la crise Covid et maintenant en accueillant les familles ukrainiennes dans notre pays. Mais il y a une fatigue aussi qui est là. Et donc il faut avoir un peu de bienveillance. Donc je pense qu'il y a des dirigeants politiques qui ne sont en effet que dans la violence et l'invective. Je pense que ça n'est pas bon pour le pays. C'est pour ça que le candidat que je suis les combat, mais les combats dans la dignité, dans le respect, parce que c'est ça ce qu'impose la démocratie. C'est ceux qui perdent leur nerf en étant violents, en étant dans l'invective, en étant dans la menace, en étant dans l'insulte, sont mauvais pour la démocratie et la République, quel que soit le projet qu'ils portent, parce qu'ils justifient ce dont après ils viennent déplorer les conséquences, la violence verbale ou physique. La démocratie, je l'ai souvent dit, c'est ce qui nous permet de voter de manière régulière pour les dirigeants, les projets. Si on n'est pas content, on s'en sépare. Si on pense que les gens font mal, on vote contre. Mais on choisit dans un débat éclairé. Ça vous préoccupe C'est ce qui fait. Mais ça doit tous nous préoccuper. C'est une question de citoyen, pardonnez-moi. C'est une question de citoyen. La prochaine question. Mais je vous dis très sincèrement que c'est surtout notre responsabilité. C'est encore plus la responsabilité des dirigeants politiques. Mais il ne faut jamais s'habituer à l'incivisme, à l'irrespect et encore moins à la haine. Parce qu'ensuite, on la légitime avec qui que ce soit et quand que ce soit. Et donc, ce qu'impose la démocratie, parce qu'il y a ce débat, cette possibilité de choisir, c'est le respect. Sur la situation, une question. Vous voulez reformer au début de votre quinquennat la France et rendre les gens moins dépendants de l'État et des finances publiques. Et maintenant, après les crises, après le quoi qu'il en coûte, avez-vous échoué dans ce point? Je ne crois pas parce qu'on a réformé beaucoup de domaines qui étaient très importants. Alors, j'ai surtout réformé pour libérer les énergies et permettre de faire avancer les choses. Et là, quand on parle du secteur du travail, nous l'avons réformé, les chiffres sont là qui montrent que c'est un succès. La SNCF, on l'a réformé pour que cette entreprise soit plus efficace, fermer un régime spécial pour les nouveaux embauchés qui ne se justifiaient plus. Nous avons simplifié beaucoup de choses avec des résultats tangibles. L'apprentissage étant aussi un bel exemple de réforme. Mais j'avais un tandem, un couple, si je puis dire, libéré-protégé, qui d'ailleurs reste valable. À côté de ça, j'ai toujours assumé qu'en France, nous avons un modèle social qui protège en cas de crise et en cas de coup dur. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours défendu aussi le modèle d'État-providence. Eh bien, la crise a montré que c'était important d'avoir cette capacité à protéger. Je reste sur la même philosophie. On a besoin d'une société qui vit, on a besoin de simplifier les procédures, les choses. On le voit encore ici, sur plein d'éléments concrets. Donc il faut continuer de simplifier, de se désengager de la bureaucratie, de la complexité, mais en même temps garder ce qui est la force de la France, c'est-à-dire une école gratuite obligatoire et laïque, qui est important, c'est la République, un système de santé dont l'accès est gratuit, en luttant contre les déserts médicaux, une politique sociale que je veux pour nos enfants pour les protéger,
et notre système de retraite par répartition qu'il faut réformer pour le consolider, un système qui accompagne les plus précaires, c'est le RSA, avec des droits et devoirs, et une branche autonomie que nous voulons créer. Mais on modernise tout ça, on le rend à la fois plus efficace, parce qu'on veut le garder juste. Monsieur le Président, en Corse, hier, il y a une caserne de CRS à Furiani qui a été prise pour cible. Certains ont tenté de la prendre d'assaut. Ils accusent, je cite, des CRS d'avoir chanté la Marseillaise autour d'un barbecue le jour des obsèques d'Ivan Colonna. Comment vous réagissez? Est-ce que cette situation vous inquiète, cette tension? En appelant au calme, comme je l'ai fait à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut savoir raison garder en la matière, avoir beaucoup de calme, de civisme, de respect républicain. Moi, je remercie nos forces de l'ordre qui, depuis plusieurs semaines, ont eu à affronter des violences qui sont inexplicables et inexcusables. Et donc j'appelle tout le monde à rester calme dans le respect, l'esprit de dialogue qui doit être restauré au plus vite. Sur l'Ukraine, Monsieur le Président, vous avez annoncé à Bruxelles une opération humanitaire prochaine à Mariupol. Qu'en est-il du timing? Chaque jour qui passe est un jour encore plus insupportable pour ses habitants, sachant que Kiev aujourd'hui renonce à tout couloir humanitaire parce qu'ils ont peur de l'insécurité que ces couloirs font peser pour leurs concitoyens. Alors, vous avez raison de souligner ce point, c'est qu'il y a aujourd'hui, de la part de la Russie, un non-respect du droit humanitaire international. Ce qui est un des éléments normalement intangibles, même en temps de guerre. Et donc, c'est aussi pour ça que nous avons dénoncé ces attitudes et que je reparlerai dans les tout prochains jours avec le président Poutine. Ce que nous sommes en train de finaliser avec les autorités ukrainiennes, c'est la possibilité d'une opération. Elle ne peut se faire qu'avec leur accord et en partenariat avec eux, évidemment. Et d'ailleurs, elle avait été concertée avec le maire de Mariupol. Donc le travail est en train d'être terminé avec le maire de Mariupol et les autorités ukrainiennes. Notre volonté, c'est d'y associer, donc, comme vous le savez, la Turquie et la Grèce. J'aurai ensuite à sécuriser les termes, même opérationnels, avec le président Poutine pour que les troupes russes respectent bien les conditions de cette opération. Vous avez l'idée du timing? L'objectif, c'est les tout prochains jours. Zelensky dit que vous avez peur de la Russie et c'est pour ça que vous ne voulez pas leur donner de tanks. Parce qu'en effet, vous avez peur de Poutine. Non, je pense qu'on a tous la volonté, je l'ai dit, tous les dirigeants doivent être responsables. Nous condamnons la guerre, nous voulons l'arrêter. Mais nous ne voulons pas étendre cette guerre. Je pense que personne ne veut étendre cette guerre. Et donc personne ne souhaite la mondialisation du conflit ou son escalade. Et donc ceci suppose d'être exigeant, intraitable dans les sanctions. Et la France l'a été et a promu une série de sanctions qui étaient nécessaires pour justement permettre de bloquer une partie du financement de l'effort de guerre. Le soutien à l'Ukraine, et nous l'avons fait. Nous sommes l'un des pays qui est le premier à livrer, comme vous le savez, de l'aide aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens pour se défendre et résister. Mais je me suis toujours en effet refusé à quelque forme d'escalade que ce soit qui ferait de la France un pays co-belligérant. Parce que je pense que c'est ma responsabilité. Je veux que cette guerre cesse, mais je veux aussi protéger nos compatriotes de la guerre. Sur les cabinets conseils, Monsieur le Président, sans parler de la fiscalité, parce que vous avez déjà répondu là-dessus, oui. Est-ce que vous et votre gouvernement n'avez pas parfois jeté un peu d'argent public par les fenêtres? Alors, je vous invite à regarder les chiffres. Oui, mais justement, je pense à un exemple, 496 800 € pour évaluer l'évolution du métier d'enseignement, et le directeur associé de McKinsey, à qui on pose la question au Sénat, n'est pas capable vraiment d'expliquer ce qu'il a fait avec cet argent, de justifier la mission. Donc, il pose la question. Alors, moi, c'est pas moi qui passe ces contrats, comme vous le savez. Je rappelais, non, il y a un code de marché public. Vous avez des milliers d'acheteurs dans l'État. Et comme il y en a d'ailleurs dans toutes les collectivités publiques qui ont recours. Non, le président de la République n'autorise aucune dépense. Ça, pour le coup, les choses sont claires dans la Constitution. Un ministre est à la tête de son administration et il y a un contrôle ensuite par la Cour des comptes et le Parlement. Mais vous savez, on a dit beaucoup de bêtises ces derniers jours. On a parlé du milliard. Bon. Je vous invite à regarder le détail. Les 3/4, même plus, je crois que la ministre de l'Action et des Comptes publics l'a évoqué, ce sont des recours à des prestataires informatiques et des entreprises pour financer le cyber et l'évolution aux nouveaux risques. L'État a parfois besoin d'avoir des compétences extérieures qui, ont travaillé auprès d'autres pays pour justement faire face à ces missions. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les dépenses de tous nos voisins au moment de la crise Covid, ou face à des nouvelles menaces comme le cyber. Ils ont des chiffres qui sont la plupart du temps bien supérieurs à ceux de la France. Je me félicite qu'on ait des compétences en soi. Mais quand on veut accélérer, aller très vite et très fort sur une politique, il faut parfois avoir recours à des prestataires extérieurs à l'État. Et donc il ne faut pas tout confondre. Donc je souhaite que ce débat soit un débat
éclairé, où chacun justifie de sa dépense. Je ne vais pas, moi, justifier de chaque contrat. Je ne les connais pas, c'est pas moi qui les ai passés. Du mal à justifier Mais- en tout cas du contrat lui-même. Non, mais il faut poser la question au ministre qui l'a passé ou à son administration. Je ne suis pas débiteur d'un chef d'entreprise qui vient parler devant le Sénat. Il faut ranger quand même toutes les cases, là, sinon on va dire tout et n'importe quoi. Avec Mais- des cabinets qui décident à la place des ministres, Mais personne ne décide à la place. avec des non, scénarios qui sont mais les attendez. meilleurs recommandés. On va repartir à la base. Vous pouvez avoir recours à des prestataires extérieurs quand vous avez une entreprise ou quand vous avez une administration, une collectivité locale. D'ailleurs, je vous invite à regarder, tous vos employeurs le font. Que vous venez de groupes d'audiovisuel, publics ou privés, tous le font. Parce qu'il y a des missions parfois ponctuelles où vous n'avez pas les compétences en interne, parce qu'il y a des choses que d'autres font et il n'y a pas les compétences en interne. Donc ça, on ne va pas commencer à rentrer dans un débat de fou qui consisterait à dire qu'on n'a plus le droit d'avoir recours à des prestataires extérieurs. Sinon, on aura tous un problème. Premier point. Je vous invite à regarder les chiffres en période longue. Je me félicite que sous ce quinquennat, on ait beaucoup moins dépensé qu'il y a 10 ans. Et je vous invite à regarder la tendance. Il y a eu une augmentation en Covid parce qu'il y a eu besoin, et parce qu'en particulier aussi sur l'équipement en cyber, on a augmenté. Mais je vous invite à regarder les périodes antérieures. Travaillez. Regardez les chiffres en France depuis 15 ans. Dites-moi si ce quinquennat est un quinquennat où on a beaucoup augmenté. Vous verrez que c'est le contraire. Regardez ce qu'il y a derrière ces dépenses. Et vous verrez que l'essentiel, c'est les dépenses liées à la crise et de nouveaux risques sur lesquels il n'y avait pas des compétences d'État. Et enfin, en méthode, ça n'est jamais celui qui conseille qui décide. Je trouve que dans mes vies antérieures, j'ai pu conseiller. C'est celui qui passe une commande qui décide. Il n'a pas les compétences pour répondre, quelqu'un lui fait la réponse et ça l'éclaire et il choisit. Donc voilà, mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Après, s'il y a des choses qui ne sont pas justifiées, il y a des responsabilités qui doivent être activées. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un débat où en quelque sorte on viendrait en France se priver, le gouvernement français devrait se priver de compétences que d'autres gouvernements peuvent acquérir. Le ministre de la Santé le rappelait il y a quelques jours. Ceux qui ont accompagné le gouvernement allemand ou autre, dont tous vous me disiez début janvier 2021, ils vont beaucoup plus vite en vaccination, ils ont une très bonne organisation. On a été content qu'on puisse avoir recours, pour des sommes raisonnables, au cabinet qui avait accompagné les Allemands pour transférer la technologie et pour qu'on le fasse mieux. Ça ne me choque pas. Et je vous invite à regarder. Beaucoup des politiques qui sont en train de commenter, présidents ou présidentes de régions, ont recours à des cabinets de conseil comme ça. Ils le font. Ils le font. Et la question que vous devez vous poser... Mais si on confond tout, oui. Mais vous allez voir, et on l'a vu, il y a des hôpitaux qui ont été attaqués par le risque cyber. Aujourd'hui, notre système hospitalier, il n'est pas protégé. Vous avez un hôpital français, personne ne sait ce que c'est que le cyber. Dans l'État, on n'a pas assez d'équipements. Et ce que je vais vous dire, je vais embaucher des fonctionnaires et les former pour que dans 5 ans, on soit à le rendez-vous. Non. S'il y a des cabinets qui savent le faire, c'est plus intelligent de prendre un cabinet. Vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. Donc, il faut que le débat soit transparent. J'ai le sentiment qu'il l'est. Il faut que les gens puissent rendre compte des choses. Il faut que, les contrats soient toujours passés dans les règles des marchés publics. Sinon, il faut porter plainte et aller devant le juge. Il faut que ce soit toujours justifié. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait recours à des cabinets pour faire des choses que des fonctionnaires, ou pour une entreprise, des gens qui sont dans votre entreprise, sachent faire. Parce que là, c'est de la mauvaise dépense. Par contre, qu'un employeur ou qu'un décideur, qu'il soit public ou privé, se pose la question, qui est de se dire, est-ce que c'est plus intelligent pour moi d'embaucher quelqu'un dans la durée? Dans la fonction publique, c'est pour la vie. Face à un défi, ou est-ce que c'est plus intelligent de demander une mission et de me donner la compétence? C'est une question qui doit se poser légitimement à chaque instant. Il y a 3 instruments. Il peut avoir une prestation extérieure, c'est un cabinet. Et il y a beaucoup de cabinets français aussi qui sont embauchés, je vous rassure. La deuxième chose, ça peut être de prendre des contractuels et des gens sur une mission. La troisième, c'est d'embaucher un fonctionnaire. Il faut garder cette souplesse. Monsieur le Président, il y a 20 ans, vous n'aviez pas eu, si je puis dire, de pudeur de gazelle à théoriser un clivage entre Marine Le Pen et vous. Aujourd'hui, dans cette campagne, sauf erreur de ma part, vous n'avez jamais cité nommément l'un de vos adversaires. D'abord, pourquoi et quel est le clivage aujourd'hui politique selon vous? Je pense qu'il n'a pas beaucoup changé quand je regarde les chiffres, ce que vous décrivez, les discours ambiants. Il y a très clairement une force politique qui regroupe, qui est celle du rassemblement, pour l'unité du pays, derrière les valeurs de la République, avec des femmes et des hommes qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, des mouvements écologistes, de la société civile, qui veulent l'unité, défendre les valeurs républicaines, qui peuvent avoir des sensibilités différentes, mais veulent un projet d'avenir pour le pays. Et il y a l'extrême droite, aujourd'hui, qui est toujours là,
et qui, face à nous, est toujours porté par un clan et veut la division. Bicéphale ? L'extrême droite a ses alliés utiles, qui leur aident à rassembler. Mais enfin, j'ai bien compris qu'ils allaient après nous expliquer la cohérence de leur tandem, parce que ça finira en tandem, cette affaire, on sait bien comment ça se passe. Voilà, c'est ça la réalité. J'ai le sentiment qu'elle est là, et que les Françaises et les Français sont en train de l'installer. Moi, je me bats pour le projet qui est le mien, pour cette vision qui est celle de l'unité de la France. J'ai essayé de la maintenir pendant ces 5 années. On sait les difficultés, les divisions qui sont là, on ne les a pas toutes corrigées, je suis très lucide. C'est aussi pour ça que je veux continuer à m'engager. On a également, je crois, un projet d'avenir, là où beaucoup d'autres sont dans la nostalgie. Moi, je pense que la France ne réussira pas par ces divisions. Est-ce que vous comprenez que beaucoup de Français se désintéressent parce qu'ils voient que vous allez affronter Marine Le Pen, que vous avez déjà battu et qui est douté presque... Mais attendez, moi, votre question est un peu circulaire. Les Françaises et les Français, c'est eux qui vont choisir, qui vont mettre. Donc, par définition, ils ne peuvent pas déplorer ce qu'ils vont choisir. Donc, plutôt que dans l'air ambiant, faire circuler la chose sur l'abstention ou autre, le désintérêt. Moi, je pense que les Françaises et les Français aiment la politique. Je pense que le fond des débats aujourd'hui, quand on parle de la guerre, quand on parle de l'énergie, quand on parle de la question des réfugiés, quand on parle de la question du lycée professionnel ou de l'avenir, quand on parle de la bonne dépense publique, ce sont des bons débats, ils sont justes. Donc je pense que cette campagne, elle parle des sujets qui sont importants. Là. En tout cas, depuis que moi je m'engage, qu'on parle de la retraite, c'est très important tout ça. Donc ils sont là pour éclairer nos prochaines années. Je pense que notre devoir, à nous candidats, c'est d'expliquer le projet et de le porter, de répondre aux contradictions. À vous de l'éclairer, mais en aucun cas, on va passer notre temps à dire c'est terrible, les Français ne s'intéressent pas à ça. Moi, je ne vois que des Françaises et des Français qui me posent des questions et qui s'y intéressent. On verra le soir du premier tour s'il faut déplorer quelque chose. Mais d'ici là, mobilisons-nous tous de manière civique, citoyenne, pour qu'il y ait un maximum d'intérêt pour l'enjeu de la nation. Et le Covid, c'est plus un sujet? Il y a une augmentation le Covid est encore un sujet. Je l'ai évoqué moi-même à l'instant. C'est un sujet, le Covid. Bien sûr, il y a une fatigue qui s'est installée depuis 2 ans. Vous avez aussi beaucoup de nos compatriotes d'abord qui vivent encore dans le deuil et la tristesse du Covid, ce qui s'est passé. Vous avez peut-être vu tout à l'heure cette dame qui rappelait la détresse de sa fille qui l'avait conduite au suicide durant la période de Covid. On a aussi les Covid longs qui sont toujours là, que je n'oublie pas, qui est un vrai sujet de santé publique. Et on a nos hôpitaux qui, même si les cas en soins critiques, même à l'hôpital, ont un peu baissé, vivent toujours sous très forte pression. Et nos soignants ont toujours une pression quotidienne avec des reprogrammations qui ont repris, mais qui font que leur quotidien n'est pas plus léger. Là, le nombre de cas a repris, donc on doit rester très vigilant. C'est pour ça qu'on a maintenu le masque dans les transports publics, qu'on a maintenu dans les établissements de santé, de soins et d'hébergement des personnes âgées ou en situation de handicap des contraintes. Et on suit cette situation sanitaire pour, comme on l'a fait à chaque fois, protéger avec des mesures proportionnées. Donc il faut regarder les choses. On regarde aussi nos voisins qui sont un peu en avance de cycle par rapport à nous. Il y a des remontées de cas, mais il ne semble pas qu'il y ait une remontée du nombre de cas graves et de la pression hospitalière chez eux. Et donc on prendra les décisions de manière adaptée en fonction de l'évolution de la crise. C'est très important. Merci beaucoup. On continue, merci à vous. Merci. Monsieur le Président, ce serait quoi la priorité pour les 100 premiers jours? Pour moi, les chantiers les plus structurants, c'est vraiment l'école et la santé.